Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de tenir en un quart d'heure, 20 minutes, et puis on aura peut-être le temps pour quelques questions, même si vous avez déjà, vous et moi, dépassé notre agenda. Alors, je voudrais peut-être commencer en disant, en Europe, on est quand même assez ambitieux sur le climat. Réduire de 55% nos émissions de CO2 en 2030 par rapport à 1990, concrètement, on a déjà fait 25%, ce qui est assez exceptionnel par rapport à d'autres pays dans le monde. On est la seule région du monde à avoir réduit nos émissions de CO2 par rapport à 1990, mais 25%, c'est, si on veut, par rapport à 90, si on veut là 55%, il reste 30% à faire en 7 ans, alors qu'on a fait 25% en 32 ans. Donc je pense qu'il y a... un des problèmes, c'est qu'on n'a pas encore complètement réalisé que les politiques nous ont engagés sur un chemin qui est extrêmement ambitieux. Donc là, c'est le premier point. Et c'est vrai qu'en face, on a des points de vue très différenciés sur comment on va y arriver. Vous avez d'un côté des décroissantistes, pour utiliser un terme un peu galvaudé, mais qui disent la seule solution, c'est une sobriété un peu radicale. Et puis, vous avez de l'autre côté, à l'autre extrême de l'éventail des opinions là-dessus, les techno-optimistes qui pensent qu'on ne doit rien faire tout de suite, on va attendre que les technologies nous permettent d'abattre le CO2 à un coût beaucoup plus faible que celui qu'on devrait sacrifier aujourd'hui si on veut aller là. Et donc, évidemment, la résolution de cette incertitude doit passer par une espèce de principe de précaution qui fait il ne faut pas attendre d'avoir cette technologie à notre disposition pour y aller. Alors, devant la Fondation Descartes, peut-être un discours sur la méthode pour être utile. Et moi, il y a une vraie problématique. Aujourd'hui, en Europe, on est heureusement dans une région du monde où on est bien, et ça a été dit ce matin, on a un consensus radical, quasi universel, sur l'origine humaine du changement climatique et l'importance des dommages si on continue sur la trajectoire actuelle. Mais par contre, il n'y a absolument aucun consensus, zéro, rien sur la méthode à utiliser pour savoir qui doit faire quoi, quand, comment, dans quelles circonstances. Est-ce que c'est mon voisin? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'ultra-riche avec son jet privé? Ou est-ce que c'est moi avec mes petits gestes? On n'a vraiment pas du tout. Et quand on regarde les médias, quand on regarde les débats entre partis politiques, c'est quand même assez impressionnant. J'écoutais ce matin, à la fin de la séance, Bréon dire ouais, non, sur le climat, on sait tout, mais alors là, il n'y a pas de science liée à la question de comment il faut faire. Alors là, j'étais un petit peu énervé. Je suis allé le voir pendant le déjeuner en lui disant attends, c'est un peu énervant ce que tu dis. Il y a quand même des sciences sociales, en particulier des sciences économiques, qui disent en fait, on impose au système économique une contrainte supplémentaire qui est 2 degrés Celsius ou 1,5 degrés Celsius. Ces contraintes supplémentaires, c'est des choses que une contrainte est associée à voilà, des modifications dans le système économique qu'on doit mettre en place pour intégrer cette contrainte nouvelle. Donc, par exemple, moi j'ai refusé récemment de signer de contribuer. Il y a eu une tribune dans le journal du dimanche disant il faut réduire la vitesse au volant de 130 à 110. Voilà. Est-ce que c'est une action qui, évidemment, c'est une action qui contribue à réduire les émissions de CO2 parce qu'en réduisant la vitesse, en convergeant vers les vitesses optimales pour un véhicule, on réduit la consommation d'énergie, on réduit évidemment les émissions de CO2 pour une voiture à combustion. Mais en fait, quand vous faites les calculs, la valeur du temps, elle est quand même assez importante. Les gens, ils n'aiment pas mettre plus de temps pour aller du point A au point B. Et quand vous regardez leur valeur du temps par rapport aux bénéfices liés en termes de nombre de litres d'essence économisés et nombre de kilos de CO2 évités, en fait, là, ça ne fait pas. Ça ne fait pas. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, rappelez-vous, dans les 150 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, et
Et la première chose qu'il a barrée, c'est cette proposition-là, hein, passer de 130 à 110. Oui, et puis ces questions de petits gestes, hein, parmi tous les petits gestes qu'on peut faire, il y en a plein qui sont pas très coûteux et qui sont en fait même qui améliorent le bien-être, et puis il y en a d'autres qui induisent de l'inconfort. Hein. Le débat sur le thermostat cet hiver est un beau sujet. J'étais ce matin, et c'est pour ça que j'ai une cravate, devant des banquiers qui parlaient de l'importance de la finance climat et du rôle que les banquiers peuvent jouer pour le truc. Je lui expliquais que quand même, c'était beaucoup de choses, de discours qui n'étaient pas vraiment réalistes. Bref, ce que je veux dire ici, c'est que s'il y a des problématiques de fake news ou de manipulation d'informations, c'est aussi parce qu'on n'a pas réussi, et les économistes sont en partie responsables de ça, on n'a pas réussi à instaurer des méthodes, on n'a pas réussi à pouvoir mettre sur la table des instruments d'outils d'aide à la décision pour dire, en fait, entre mon petit geste d'éteindre la lumière ou de baisser mon thermostat, ou une entreprise lambda qui devrait réduire ses émissions de CO2, réduire sa production. Voilà, il y a une espèce de relativisme intégral. Il y a des gens qui pensent, que quoi qu'il faut faire, il faut réduire les émissions de CO2, quoi qu'il en coûte. Et au même moment, vous avez en face les gilets jaunes. Et les gilets jaunes, ils disent « Ah mais non, attendez, entre la fin du monde et la fin du mois, il y a la fin du mois. Et le quoi qu'il en coûte, c'est attentatoire. » On l'a dit à l'instant, hein, sur le rôle des entreprises. Quand vous demandez aux entreprises de réduire leurs émissions de CO2, ben, en général, c'est une augmentation des coûts de production. Et cette augmentation de coûts de production, ça se retrouve dans les prix des produits achetés par les consommateurs. Et donc, c'est attentatoire au pouvoir d'achat des ménages. Et la crise énergétique le démontre, les derniers mois, le démontre de façon très claire, quoi. Remplacer des sources d'énergie fossiles qui, historiquement, ont été à des coûts défiant toute concurrence. Hein. Extraire du pétrole du désert saoudien et les transporter en Europe, ça coûte quelques dollars par baril, en fait. Hein. Donc, c'est très peu coûteux. Et ça fait la prospérité de l'Occident depuis 2 siècles. Et maintenant, on réalise qu'il faut absolument s'en défaire. Et c'est absolu. Hein. Il faut vraiment s'en défaire. Et il faut arriver à zéro émission nette le plus rapidement possible. 2050 me paraît effectivement un objectif raisonnable qui combine l'intérêt des générations présentes et des générations futures. En fait, un petit peu les calculs et les perspectives de gains technologiques. Mais donc, voilà, il y a un vrai sujet. Est-ce que tout se vaut dans notre... Est-ce que toute solution verte doit nécessairement être mise en œuvre? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions qui sont plus désirables que d'autres? Je trouve qu'il n'y a pas de débat là-dessus, et parce qu'il n'y a pas de méthode. Donc je trouve que c'est un problème. Je vais vous donner juste un exemple. La production d'acier. Hein. La production d'acier, vous savez que depuis 2 siècles, on produit de l'acier avec du charbon. Le charbon à la fois sert de source de chaleur et de source de réduction du minerai pour produire cet acier. Eh bien, passer à une solution décarbonée, alors on a une idée des technologies avec de l'électricité verte et de l'hydrogène. On peut y arriver. Il existe des usines pilotes qui font ça, mais on pense qu'au mieux, ça va augmenter les coûts de production d'1 tiers. Donc, qui aujourd'hui est prêt à acheter son vélo, sa voiture, sa maison, 1 tiers plus cher parce que ça serait une production décarbonée? Je suis désolé, au bout du compte, il y a quand même une problématique de savoir, peut-être que ce n'est pas la chose la plus importante à faire, même si produire l'acier dans le monde représente 8% des émissions mondiales, peut-être qu'il y a d'autres solutions qui, à court terme, sont moins coûteuses, moins attentatoires au pouvoir d'achat des gens. Et c'est un petit peu cette problématique-là que je voudrais essayer de pousser. Hein. Bien entendu qu'il y a plein d'actions aujourd'hui qui sont socialement désirables de réaliser, peut-être pas l'acier, mais plein d'autres. Utiliser le train plutôt que l'avion, hein, pour se déplacer, utiliser le vélo ou les transports en commun plutôt que sa voiture. Hein, ça, c'est des choses, des tas d'actions, petites et grandes, qui ont une rentabilité sociétale très élevée, mais qui ont une rentabilité privée très négative. Parce que quand vous faites ces efforts, essentiellement, ce sont des bénéfices, les coûts sont pour vous, les coûts monétaires, les coûts en termes d'inconfort sont pour vous, et les bénéfices sont pour l'humanité.
Et donc, c'est un problème d'externalité. Quand vous faites des efforts, vous supportez 100% des coûts et vous bénéficiez essentiellement de 0% des bénéfices, ils sont pour l'humanité. Et donc, la problématique est comment faire en sorte que les actions qui sont socialement désirables de réaliser, celles qui ont un coût par tonne de CO2 évité les plus faibles, hein, en particulier celles qui ont un coût par tonne de CO2 évité plus faible que les bénéfices sociétaux que ces tonnes de CO2 évité engendrent, hein, soient effectivement réalisées. D'accord ? Et on peut prendre, il y a une myriade d'actions qui pourraient être menées. On peut analyser chacune de ces actions et des économistes y travaillent en France et dans le monde pour essayer de mesurer pour l'acier, pour l'interdiction des vols domestiques, pour le passage transport en commun, etc., pour la réduction de la vitesse sur autoroute de 130 à 110 ou de 90 à 80 sur les routes nationales. On peut faire des calculs de comparaison des coûts sociétaux et des bénéfices sociétaux pour aller repérer les actions qui, à court terme, sont les plus efficaces en termes de réduction des émissions de CO2. Et donc ça, voilà, c'est une chose à mener. La question qui reste à faire, et puis je vais m'arrêter là, mais ça ouvre aussi un ensemble de problématiques sur lesquelles, effectivement, on peut avoir des désaccords. Mais la question est, une fois imaginez qu'on a repéré l'ensemble de ces actions, parmi la myriade d'actions possibles, quelles sont celles qui sont prioritaires à mener, parce que ce sont celles qui engendrent des moindres coûts sociétaux, de moindre impact sur le pouvoir d'achat des ménages, pour un objectif donné de réduction des émissions de CO2. Comment vous allez faire ? Donc, je répète, ce sont ceux qui ont un coût sociétal inférieur au bénéfice sociétal de ces efforts de réduction, que je vais appeler valeur carbone, qui peut être aujourd'hui, moi j'évalue autour de 160 € la tonne de CO2 évitée, donc il faudrait faire tous les efforts de réduction qui ont un coût par tonne de CO2 inférieur à 160 € la tonne de CO2, et il y en a plein, l'acier en fait partie, peut-être on évalue, je pense, mes calculs me disent, si on est plutôt à 100 € par tonne de CO2 évitée en basculant d'un acier carboné à un acier décarboné, mais par contre, le passage de 130 à 110 a des coûts qui sont plutôt autour de 8 000 € par tonne de CO2 évité. Donc, vous voyez, il faut faire l'un, mais pas l'autre. Voilà. La question maintenant est comment organiser la société, comment réformer l'économie, comment réformer le capitalisme ou l'économie de marché qui ont quand même fait, reconnaissons-le, la prospérité de l'humanité, enfin du monde occidental, excusez-moi, depuis 2 siècles. Comment réformer cette économie ? Et peut-être la démocratie qui va avec, parce que la démocratie, c'est quand même, rappelons-nous, c'est la dictature du présent, puisque les générations futures ne sont pas représentées dans les processus de décision démocratique, pas des électeurs. Comment on réforme tout ça ? Comment on change notre société pour s'assurer que les bonnes décisions soient prises par cette myriade d'agents économiques, consommateurs et producteurs, pour réaliser des actions qui sont socialement désirables de réaliser. Et c'est un énorme problème, si je vous rappelle que, comme je vous rappelle, un acteur qui déciderait tout seul dans son coin de décarboner son mode de vie ou son mode de production, il porte 100% des coûts et essentiellement 0% des bénéfices. Donc deux solutions, une typologie de solutions. Il y a la solution type dictature écologique, dans la forme extrême de sa représentation, mais plus souplement des solutions d'interdiction, de normes, de standards. Je vais interdire les vols domestiques, ou je vais interdire les jets privés, ou je vais obliger les gens à limiter leur vitesse au volant à 110 km/h sur autoroute. Tout ça, on en fait. Il y en a plus. Et puis l'autre extrême, qui est la solution où on va utiliser l'incitation plutôt que l'obligation, l'incitation, où on va mettre un prix sur le carbone, on va mettre une taxe carbone, on va mettre un marché de permis d'émission. Évidemment, la bonne solution est quelque part entre les deux, où on va à la fois donner des interdits, imposer des interdits, et puis on va aussi donner des incitations. Par exemple, moi, j'ai aucun problème de dire aujourd'hui, il faut évidemment interdire les chaufferettes sur des terrasses des cafés. C'est une absurdité intégrale. Par contre, interdire les vols domestiques entre Toulouse et Paris, ça me
pose une petite problématique parce que voilà, je pense que donner encore un avantage compétitif sur Paris par rapport à la province, je pense que ça pose un problème d'occupation, de gestion du territoire. Bon, bref, on peut en discuter. Bref, voilà. Je m'arrête là. Juste deux éléments fondamentaux. Hein. D'une part, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur une méthodologie pour dire c'est quoi qui est désirable, hein, c'est quoi les bonnes actions de décarbonation maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, et puis, étant donné les évolutions technologiques, peut-être dans 15 ans ou 20 ans. Ça, c'est la première question, une question de nature normative. Et puis une question de nature positive, c'est comment on change la société, hein, comment on change les règles du jeu dans notre société pour s'assurer que tous les acteurs soient mobilisés pour aller dans la bonne direction, de faire en sorte que notre vivre ensemble soit compatible avec l'intérêt intergénérationnel de l'humanité sur cette planète. Et ça pose la question de l'alignement de nos intérêts personnels avec le bien commun. Et ça pose des questions de nature structurelle de notre société. Voilà, je m'arrête là, mais j'imagine qu'il y a des questions. Donc Thierry Ripoll. Voilà, Thierry Ripoll. Oui, donc vous êtes d'accord sur le fait qu'il est nécessaire de prendre en compte ce que l'on appelle les limites de la planète et qu'en aucun cas on peut transgresser ces limites, sans quoi on met en péril la vie des générations à venir. Donc, définitivement. Définitivement, on a un budget, par exemple, sur le climat, on a un budget carbone, on a, je ne sais pas, entre 500 et 1000 gigatonnes à émettre de CO2 pour le reste de notre existence, du siècle en tout cas. Et ça, c'est une contrainte physique qu'il faut absolument respecter pour atteindre un objectif. Absolument. Alors juste une précision, parce que ce matin, on a beaucoup parlé de CO2. Mais en fait, c'est qu'une petite partie du problème environnemental. C'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. Mais donc, ma question est simple. Sur quels critères vous répartissez les ressources globalement disponibles sur l'ensemble des humains? Sur la base de quels critères vous dites un tel a le droit de consommer ça, un tel a le droit de consommer ça? Alors, donc la solution massivement soutenue par les économistes académiques sur cette planète est de dire qu'il faut un prix du carbone. C'est-à-dire que, donc, premier point, il faut... De tous. Excusez-moi. Pas de tous. Pas de tous les économistes. De 95% des économistes académiques. Hein, 95% des économistes, vous allez voir les pétitions qui sont écrites aux États-Unis et en Europe. Voilà, on a à peu près cet ordre de grandeur. Tous les prix Nobel d'économie ont signé des pétitions de cette nature-là ces 5 dernières années. Évidemment, je reconnais que les prix Nobel d'économie ne représentent pas nécessairement l'ensemble de la communauté des économistes sur cette planète. Donc voilà. Donc, il y a une double question dans votre problématique. Il y a d'une part, comment inciter à la réalisation de toutes les actions qui ont les moindres coûts par tonne de CO2 évité. Et ça, le prix du carbone fait ça, en disant si je mets un prix du carbone à 100 € la tonne de CO2, et que chaque fois que toute personne sans exemption doit payer 100 € s'il met une tonne de CO2, vous voyez bien que chacun d'entre nous allons être incités à réaliser toutes les actions qui nous coûtent moins à titre personnel, mais qui nous coûtent moins que 100 €, puisque si je ne le fais pas, je devrais payer 100 €. Donc vous voyez que c'est un mécanisme qui, pour les entreprises comme pour les consommateurs, va inciter à la sobriété. Et plus vous montrez le prix du carbone, plus vous allez inciter les uns et les autres à faire des opérations de sobriété. Et puis, évidemment, il y a la question et ça augmente les inégalités sociales. Et en particulier, les riches, ils vont peut-être rien faire et les pauvres, à 100 €, on voit bien, 100 € la tonne de CO2, ça fait quelque chose comme 20 centimes le litre d'essence à la pompe en plus, quoi. Et donc ça, comme on sait en Europe que la part des revenus des ménages consacrés
aux dépenses énergétiques est décroissante avec les revenus. Donc les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de revenus à leurs dépenses d'énergie. Toute solution qui augmente le coût des énergies est régressive en termes d'inégalité. Et c'est vrai pour une taxe carbone, mais c'est vrai encore plus quand, par exemple, vous mettez en place en France un mécanisme d'incitation à installer des panneaux photovoltaïques sur votre toit, qui, avec des tarifs qui sont extraordinairement, qui étaient il y a une dizaine d'années encore très élevés, qui avec des prix garantis sur 20 ans, qui étaient 10 fois supérieurs au coût de production de l'électricité nucléaire, par exemple. Et cette augmentation des coûts de production électrique, elle se retrouve dans la facture d'électricité. Vous payez aujourd'hui, chacun d'entre nous, dans notre facture d'électricité, on paye une taxe de 15% de contribution au service public de l'électricité, et qui obère le pouvoir d'achat de tous les consommateurs d'électricité, en particulier les ménages les plus modestes. Donc ça, et cet argent-là, le bénéfice de cet argent-là, il va où ? Figurez-vous qu'il va dans la poche des gens qui ont installé des panneaux photovoltaïques il y a 10 ans sur leur toit. Et ce n'est pas les habitants, les locataires ou des habitants de HLM, c'est les propriétaires de toits. Donc plutôt des ménages plutôt pas modestes, quoi, pour dire les choses simplement. Alors qu'une taxe carbone, la taxe carbone, elle va faire aussi inciter les gens à installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit parce que ça va modifier les prix relatifs de l'électricité renouvelable par rapport à l'électricité fossile. Mais en plus, ça va engendrer un revenu fiscal que vous pouvez utiliser pour compenser les ménages les plus modestes et de faire en sorte que la lutte contre le changement climatique, vous la combiniez avec une lutte contre les inégalités sociales. Voilà. À nouveau, je ne dis pas que la taxe carbone est l'alpha et l'oméga de toute politique climatique. Je dis qu'au moins ça, c'est un instrument qui aligne l'ensemble des intérêts, la myriade d'intérêts privés, avec un intérêt collectif. Et si vous mettez les prix du carbone à un niveau suffisamment élevé, et je pense qu'aujourd'hui, il devrait être autour de 160 €, je l'ai dit tout à l'heure, la tonne de CO2 devrait monter à 500 € la tonne de CO2 d'ici une vingtaine d'années pour atteindre des objectifs de 2 degrés Celsius, en tout cas au niveau des responsabilités européennes sur le sujet. Eh bien, plus vous montrez le prix du carbone, plus vous inciterez l'ensemble des consommateurs et producteurs européens à réduire leurs émissions de CO2, et plus vous engendrerez aussi des revenus que vous pouvez utiliser, que vous devriez utiliser pour compenser les ménages les plus modestes. Est-ce que vous pensez que le terme de taxe carbone est le bon ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler du prix du carbone ? Dans le sens où dans notre consommation, dans notre 3 minutes de douche chaude, finalement, il y a un prix du carbone qui n'est pas intégré dans le prix qu'on paye à Veolia ou autre, et que si jamais on mettait un prix du carbone dans tous les produits, proportionnellement au poids du carbone dans ces produits-là, on déformerait quelque part la structure de la production et la structure de la consommation dans un sens d'une utilisation de biens qui sont décarbonés. On préférait peut-être un massage décarboné à 3 minutes de douche en plus. Est-ce qu'il ne faut pas parler plutôt de prix plutôt que de taxes qui, on l'a vu dans notre étude de la Fondation Descartes, tout de suite fait se dresser les cheveux sur la tête des consommateurs. Oui, alors moi je mets plutôt, encore mieux je pense, valeur carbone. Ou valeur carbone. Le point aujourd'hui, c'est pour reprendre votre point de départ sur l'eau. Aujourd'hui, l'absence de valeur carbone, tout le monde gratuitement peut utiliser les ressources communes, l'air, et déverser ce qu'il veut gratuitement. Et le sujet, c'est il faut mettre un prix sur les valeurs, sur les choses qui nous sont chères. L'eau, c'est un exemple, mais aussi la qualité de l'air et le climat, et mettre une valeur sur le CO2. Alors, à nouveau, je pense que c'est important de découpler la problématique de repérer quelles sont les opérations qui sont qui passent le test de l'analyse coût-bénéfice, de mettre une taxe carbone et organiser la société pour aligner les intérêts, la myriade des intérêts privés avec l'intérêt collectif. Vous pouvez ne pas aimer la taxe carbone. Moi, j'aime la taxe carbone et je pense qu'on ne pourra pas s'en passer. Il faut punir, il faut non seulement inciter les ménages et les producteurs à
tenir compte du changement climatique en leur donnant en les obligeant à payer pour les dommages qu'ils engendrent. Et la taxe carbone fait précisément ça. Mais aussi, il faut absolument organiser la société pour que on soit capable de réallouer les efforts, parce que peut-être que les ménages les plus pauvres, les plus modestes, ont plus de capacité à réduire les émissions de CO2, mais l'inverse est vrai, mais imaginez que ça soit le cas. Vous voyez que le revenu fiscal, la valeur, le prix du carbone est capable d'engendrer un revenu qui permette de découpler la problématique de qui doit faire quoi de la problématique de qui va payer. Aujourd'hui, on voudrait mobiliser l'ensemble de la population, et il faut et dans cette guerre mondiale contre le changement climatique, il faut une mobilisation générale. Moi, ce que j'ai pas aimé dans le débat cet été sur les jets privés, c'est, je pense que la conclusion de ce débat qu'on a eu, ce débat un peu désagréable qu'on a eu cet été, c'est de dire tant qu'on a des jets privés, les autres, le petit geste, ça sert à rien. Moi, j'étais auditionné par la convention, par la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale au mois de septembre, et quelqu'un, une députée LFI bien connue, m'a dit « Mais monsieur Gaulier, vous savez bien, les petits gestes, ça ne sert à rien. » Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est sorti de ce débat cet été en disant wow, les entreprises, les jets privés, c'est eux qui doivent faire le boulot, et les ménages, tant qu'ils ne font pas le boulot, on peut pas les mobiliser. Moi, Pascal Canfin, avec qui aussi j'ai pas mal de contacts, je veux dire, cet été, au mois de juin, président, donc Pascal Canfin, président de la commission climat du Parlement européen, qui était très fier, a tweeté au mois de juin en disant « J'ai réussi à éviter qu'on généralise au niveau européen une fiscalité du carbone sur les ménages, et en évitant qu'il y ait une taxe carbone, une fiscalité carbone, le marché de permis, sur la mobilité et sur le résidentiel, parce que je pense que seules les entreprises devraient payer, devraient faire les efforts de décarbonation de l'économie européenne. » C'est absurde, évidemment. C'est absurde, et je pense que vous avez répondu à la question parfaitement tout à l'heure. In fine, les producteurs, c'est nous. Et si on produit de l'acier, c'est parce qu'on a besoin d'acier dans nos bagnoles, quoi. Et si Total Energy produit de l'essence, c'est parce qu'on consomme de l'essence dans notre voiture. Et si Total Energy arrête de nous vendre de l'essence, on va acheter de l'essence chez Esso. Donc, ça montre bien que ce n'est pas Total Energy qui va faire le boulot. Et tout le débat qu'on a, et là, on parlait des jeunes tout à l'heure, les jeunes activistes qui disent la solution, c'est qu'on va essayer, on va aller aux assemblées générales de Total Energy et d'Engie pour leur dire il faut absolument que vous arrêtiez l'exploration et l'exploitation de gaz, de gisements de pétrole ou de gaz. Observez, imaginez qu'on réussisse à faire ça, qu'on arrête de nous vendre du gaz et du pétrole. Regardez ce qui s'est passé cet automne, quoi. On a effectivement eu à acheter moins de gaz, ça fait monter le prix du gaz. Et finalement, c'est qui gagne? C'est les producteurs de gaz qui gagnent. C'est les consommateurs. Effectivement, ils réduisent leur consommation parce que le prix a explosé. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut mener la barque. Il faut évidemment engager la demande dans une grande vague de sobriété. Et cette sobriété, c'est au niveau de la demande qu'il faut la gérer. Il faut bien sûr que les producteurs et que l'offre s'adaptent à cette demande en baisse. Mais c'est évidemment au niveau de la demande qu'il faut agir in fine. Et agir sur l'offre, ça me paraît, excusez-moi, s'il y a des activistes dans la salle qui travaillent beaucoup là-dessus, mais c'est pas là-dessus qu'il faut travailler, c'est dans l'effort de conviction, d'incitation des pollueurs, des consommateurs, des producteurs, pour réduire leur consommation d'énergie fossile. Et ça, à nouveau, on le fait en mettant une valeur sur les choses qui nous sont chères. Et donc, on met un prix sur le carbone. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce que vous êtes tous épuisés? La toute dernière? Ah, il y a un monsieur. Désolé Thierry. Bon, toute dernière question, dernière réponse, peut-être un peu plus courte, mon cher Christian? Ce sera une question courte pour une réponse courte. Une fois qu'on a dit tout ce que vous avez dit, par quoi commence-t-on? Justement, cette étude analyse coût-bénéfice, on en a parlé tout à l'heure en citant le cas des pompes à chaleur qui était une évidence parce qu'il y a à la fois un coût économique et un coût CO2.
est-ce que vous avez, pour nous mettre tous encore plus dans de bonnes dispositions avant de partir, des solutions qui sont comme ça, des gains pour tous? Ou par quoi doit-on commencer? Je vais prendre... moi, je ne prends plus ma voiture. Hein, je fais 40 km tous les jours pour me rendre au bureau à vélo. Et vous savez quoi? Je suis super content. Pompe à chaleur, oui. Remplacer une chaudière au fioul par une pompe à chaleur, ça coûte pour les ménages moins de 50 € par tonne de CO2 évité. Et puis je vais prendre un troisième exemple. Il n'est pas très adapté à la situation conjoncturelle actuelle. C'est sortir le plus rapidement possible le charbon du mix électrique européen. Je veux dire, c'est une évidence. Alors aujourd'hui, on a besoin de charbon pour encore quelques mois. Peut-être une année ou deux face à la crise énergétique et l'absence de volonté. Moi, j'ai milité sur Twitter au printemps en me disant, l'hiver, le mois de février, le début de la guerre en Ukraine, j'ai dit, il faut mettre un deuxième pull et baisser le thermostat tout de suite dans nos maisons. Les gens m'ont ri au nez en me disant, mais monsieur Gollier, ça ne sert à rien votre truc. Mais oui, il faut agir. La sobriété, étant donné la faible réactivité des consommateurs sur cette demande de sobriété ces dernières années, on est obligé de probablement rouvrir des centrales au charbon électrique en Europe, ce qui est une aberration. Mais c'est parce que, voilà, on a court terme, on n'a pas réussi, et c'est fort dommage, on n'a pas réussi à convaincre de baisser la consommation d'énergie de 5-10% nécessaires pour atteindre l'objectif de se passer du gaz naturel russe. Et donc, on est obligé de trouver la solution charbon, et c'est terrible, c'est terrible. Et donc oui, il y a des solutions, pompe à chaleur, sortez du charbon, utilisez le vélo pour se rendre au boulot. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup.